40 leçons sur l'argent, distillées des meilleurs livres de finance. Inspiré par la sagesse d'auteurs comme Robert Kiyosaki, T. Harv Eker et James Rickards, ainsi que par la philosophie de notre protagoniste Warren Buffett, qui a commencé à investir à l'âge de 11 ans en achetant ses premières actions. Son approche méthodique, basée sur la discipline, la patience et une compréhension profonde des affaires, l'a conduit à amasser une fortune qui se mesure aujourd'hui en milliards de dollars. Nous explorerons comment transformer notre relation avec l'argent pour atteindre la liberté financière et construire une richesse durable. Chaque leçon est conçue pour être claire, directe et pertinente pour ces personnes qui cherchent un équilibre entre profiter de la vie et assurer un avenir prospère. Prêt? Commençons. Leçon 1. Mets tous tes œufs dans le même panier. Au début, l'adage populaire « ne mets pas tous tes œufs dans le même panier » est un conseil qui, bien qu'il soit bien intentionné, peut être trompeur lorsqu'il s'agit de construire une richesse à partir de zéro. Warren Buffett, dans ses premières années, n'a pas diversifié aveuglément. Il s'est concentré obsessionnellement sur la compréhension des entreprises dans lesquelles il investissait, comme Coca-Cola ou American Express, avant d'élargir son portefeuille. De manière similaire, les grands entrepreneurs de notre époque ont suivi ce principe de focalisation initiale. Prenons le cas de Jeff Bezos, qui a fondé Amazon en 1994 avec une concentration exclusive sur la vente de livres en ligne. Il n'a pas commencé par vendre des vêtements, des électroniques ou des services d'informatique en nuage. Il est devenu le leader incontesté dans la vente de livres avant de diversifier. Ce principe est particulièrement pertinent en France, où de nombreuses entreprises familiales, comme les caves de Bordeaux ou les ateliers de haute couture à Paris, ont prospéré en perfectionnant un seul produit ou service avant de s'étendre. Considérons l'exemple de Marie, une jeune entrepreneuse de Lyon qui a lancé une boulangerie artisanale en 2018. Au lieu d'offrir une large variété de produits, Marie s'est concentrée sur le perfectionnement d'un seul type de baguette en utilisant des techniques traditionnelles et des farines locales. Son dévouement a attiré des clients de toute la région, et ce n'est qu'après avoir établi sa réputation qu'elle a commencé à introduire des croissants et des pâtisseries. Aujourd'hui, son entreprise génère des revenus suffisants pour ouvrir une deuxième boutique. La leçon est claire. Le succès financier initial provient de l'obsession pour une seule idée, produit ou marché. Comme l'a dit Andrew Carnegie, le magnate de l'acier du 19e siècle, « Mets tous tes œufs dans un panier et ensuite protège ce panier avec ta vie ». Cependant, une fois que tu atteins le succès initial, la diversification devient une stratégie clé pour protéger la richesse. Buffett lui-même le démontre en maintenant un portefeuille diversifié chez Berkshire Hathaway, qui inclut des assurances au chemin de fer. Pour un entrepreneur français, cela pourrait signifier réinvestir les bénéfices d'une entreprise prospère dans des propriétés, des fonds indiciels ou même dans une nouvelle entreprise dans un secteur différent. La clé est l'ordre. D'abord, concentre-toi, ensuite, diversifie. Leçon 2. La liberté financière est plus facile que tu ne le penses. La liberté financière ne nécessite pas d'être millionnaire. Il s'agit de générer des revenus passifs suffisants pour couvrir tes dépenses essentielles, te libérant de la dépendance à un salaire. En France, où la qualité de vie est une priorité, ce concept est particulièrement attrayant. Imagine pouvoir savourer un café en terrasse dans un bistrot à Aix-en-Provence sans te soucier du coût, ou consacrer du temps à voyager dans la campagne toscane sans la pression d'un travail de 9 à 17 heures. C'est ce qu'a accompli Julien, un Parisien qui, inspiré par le livre « Secrets of the Millionaire Mind » de T. Harv Eker, a décidé de repenser ses finances. Julien vivait dans un appartement dans le 11e arrondissement de Paris, payant un loyer élevé. Après avoir lu Eker, il a réalisé qu'il pouvait louer son appartement pour 1 800 € par mois et déménager dans un logement plus petit en périphérie pour 1 000 €.
La différence de 800 €, combinée à de petites économies sur les dépenses quotidiennes, lui a permis de couvrir ses besoins de base sans travailler. Avec le temps libre, Julien a lancé une entreprise de conseil en marketing numérique qui génère aujourd'hui des revenus significatifs. Cet exemple illustre une vérité fondamentale. La liberté financière est une échelle plus courte que la richesse massive. Alors que devenir millionnaire peut nécessiter des décennies, atteindre la liberté financière peut être réalisé en quelques années avec des décisions stratégiques. Pour un public français, cela pourrait se traduire par tirer parti du marché immobilier, qui dans des villes comme Paris ou Nice est robuste. Louer une propriété que tu possèdes déjà ou investir dans un petit logement à louer peut générer des revenus passifs. Alternativement, créer du contenu numérique, comme une chaîne YouTube sur la cuisine française ou un cours en ligne sur les vins de Bourgogne, peut devenir une source de revenus qui ne dépend pas de ton temps. La clé est de prioriser la liberté avant l'accumulation effrénée de richesses. Leçon 3. La voie simple vers la richesse. Achète plus d'actifs. Robert Kiyosaki, dans son livre « Père riche, Père pauvre », simplifie le chemin vers la richesse en une idée. Achète plus d'actifs. Un actif est tout ce qui met de l'argent dans ta poche, comme une propriété locative, des actions qui versent des dividendes ou une entreprise qui génère des revenus passifs. En revanche, un passif est quelque chose qui te prend de l'argent, comme une voiture financée ou une carte de crédit avec des intérêts élevés. En France, où la culture valorise la propriété et la stabilité, ce principe est intuitif mais souvent mal compris. Par exemple, Claire, une professeure de lycée à Toulouse, dépensait une grande partie de son salaire en vêtements de créateurs et dîners dans des restaurants de luxe, pensant que ses achats étaient des investissements dans son style de vie. Après avoir lu Kiyosaki, elle a changé son approche. Elle a vendu sa voiture, qui lui coûtait 400 € par mois en paiement et entretien, et a utilisé ses économies pour effectuer le paiement initial d'un petit appartement qu'elle loue à des étudiants. Cet actif génère 500 € par mois, couvrant ses dépenses de base et lui permettant d'épargner pour de nouveaux investissements. En même temps, Claire a commencé à créer des vidéos éducatives sur YouTube sur la littérature française, qui lui rapportent maintenant 300 € par mois en revenus publicitaires. Chaque vidéo est un actif qui, une fois créé, produit des revenus sans nécessité de travail supplémentaire. Cette approche résonne avec la mentalité de Buffett, qui cherche toujours des entreprises avec des douves économiques, des avantages concurrentiels qui génèrent des revenus constants. Pour un Français, cela pourrait signifier investir dans une petite vigne dans la région du Médoc ou dans un fonds indiciel qui réplique le CAC 40. La clé est de distinguer entre actifs et passifs et de prioriser les premiers. Si ces leçons t'ont inspiré à prendre le contrôle de tes finances et à construire un avenir plus prospère, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Ensemble, nous pouvons apprendre à gérer l'argent avec intelligence et construire une vie de liberté et de sens. Clique sur le bouton d'abonnement et rejoins notre communauté. Leçon 4. Ne vis pas en dessous de tes moyens. Élargis-les. L'idée de vivre en dessous de tes moyens est un conseil courant parmi les planificateurs financiers, mais, comme le souligne Robert Kiyosaki, cela peut être une approche limitante qui étouffe la passion et la créativité. Au lieu de réduire tes dépenses au minimum, le véritable chemin vers la richesse consiste à trouver des moyens d'augmenter tes revenus pour que les petits luxes, comme un café au lait dans un bistrot de Montmartre, cessent d'être une préoccupation financière. En France, où la qualité de vie est une valeur centrale, ce principe résonne profondément. Il ne s'agit pas de sacrifier les plaisirs quotidiens, mais de construire une base financière qui les rende durables. Prenons le cas d'Antoine, un ingénieur en logiciel de 35 ans à Grenoble. Antoine suivait autrefois le conseil traditionnel. Il réduisait ses dépenses en sorties, vêtements et voyages pour épargner davantage. Cependant, cela le faisait se sentir piégé, comme s'il renonçait à ce qui lui procurait de la joie. Inspiré par Père riche,
Père pauvre, il a décidé de changer d'approche. Au lieu de réduire son budget, il a cherché des moyens d'augmenter ses revenus. Il a commencé à offrir des services de conseil en freelance dans son temps libre, se spécialisant dans des projets d'intelligence artificielle pour de petites entreprises locales. En un an, ses revenus mensuels sont passés de 3 000 à 5 000 euros, lui permettant de profiter de week-ends dans les Alpes sans culpabilité, tout en continuant à épargner et à investir. Ce principe est particulièrement pertinent dans le contexte français où la culture valorise l'équilibre entre le travail et le plaisir. Au lieu de te demander « Comment puis-je dépenser moins ?», demande-toi « Comment puis-je gagner plus ?» Cela pourrait signifier négocier une augmentation dans ton emploi actuel, lancer une activité parallèle, comme vendre des produits artisanaux sur les marchés locaux comme ceux d'Aix-en-Provence, ou investir dans des compétences qui te rendent plus précieux sur le marché. La clé est d'élargir tes possibilités financières pour que les petits luxes ne compromettent pas ton avenir. Leçon 5. La magie de penser grand. Penser grand ne garantit pas le succès, mais c'est le premier pas pour briser les barrières mentales qui limitent ton potentiel financier. En France, où le système éducatif et social encourage souvent la stabilité plutôt que l'ambition démesurée, penser grand peut sembler un défi. Cependant, c'est précisément cette mentalité qui distingue les entrepreneurs à succès de ceux qui se contentent de l'ordinaire. Considérons Sophie, une jeune femme de Marseille, qui a étudié dans une prestigieuse école de commerce. La majorité de ses camarades aspiraient à des emplois stables dans des banques ou des multinationales, un objectif respectable mais limité. Sophie, en revanche, rêvait de créer une marque de cosmétiques naturels, inspirée des ingrédients de la Provence, comme l'huile d'olive et la lavande. Alors que ses camarades cherchaient la sécurité, elle a investi ses économies dans le développement d'un produit initial, un savon artisanal. En 3 ans, sa marque était vendue dans des boutiques à travers toute la France et commençait à être exportée vers l'Italie et l'Espagne. 12 ans plus tard, son entreprise génère des millions d'euros par an. Sophie n'a pas seulement pensé grand, elle a agi en conséquence, transformant une vision ambitieuse en réalité. Ce principe s'aligne avec la philosophie de Warren Buffett, qui a toujours insisté sur l'importance d'avoir une vision claire et audacieuse, mais soutenue par des décisions calculées. Pour un public français, penser grand pourrait signifier imaginer une vie où tu peux travailler depuis une villa sur la Côte d'Azur, diriger une entreprise qui préserve l'héritage culturel français ou même investir dans des start-up technologiques à Station F, le plus grand campus de start-up d'Europe, situé à Paris. Cependant, penser grand doit être accompagné d'une action concrète, sinon cela reste un rêve vide. Leçon 6. Combien vaut ton heure ? Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes, et la manière dont tu le valorises détermine ta relation avec l'argent. En France, où le rythme de vie peut varier de l'intensité de Paris à la tranquillité des villages de Dordogne, il est facile de tomber dans le piège de passer du temps sur des activités qui ne génèrent pas une valeur significative. Si tu passes 1 heure à chercher des réductions dans un supermarché pour économiser 1 euro sur une baguette, tu valorises ton temps à 1 euro par heure. En revanche, les personnes riches cherchent des moyens de faire en sorte que chaque heure vaille davantage. Par exemple, considérons Pierre, un comptable de Nantes. Pierre passait autrefois ses samedis à comparer les prix dans différentes boutiques pour économiser sur les courses. Un jour, après avoir lu The Millionaire Next Door, il a calculé qu'il passait 5 heures par semaine pour économiser environ 10 euros. Cela signifiait qu'il valorisait son temps à 2 euros par heure. Il a décidé de changer d'approche. Au lieu de chercher des réductions, il a investi ses 5 heures dans l'apprentissage des investissements en fonds indiciels. Avec le temps, il a développé un portefeuille qui génère 500 euros par mois en dividendes, un retour bien plus important que les petites économies sur les achats. Pierre a appris que le temps investi à augmenter ses compétences ou ses revenus est bien plus précieux que le temps passé à économiser de petites sommes. Dans un contexte français,
Cela pourrait se traduire par consacrer du temps à apprendre une compétence recherchée, comme programmer ou faire du marketing numérique, ou même explorer des opportunités dans le secteur du tourisme, qui en France représente une part importante de l'économie. Demande-toi, comment puis-je faire en sorte que mon heure vaille 100 €, 1000 € ou plus? La réponse réside dans l'investissement en toi-même et dans des actifs qui génèrent des revenus à long terme. Leçon 7. L'argent est de l'énergie vitale. L'argent n'est pas seulement du papier ou des chiffres sur un compte. Il représente les heures de ta vie que tu as investies pour le gagner. Cette perspective change radicalement la manière dont tu dépenses et valorises chaque euro. En France, où la culture célèbre l'art de vivre, comprendre l'argent comme de l'énergie vitale t'aide à prioriser les dépenses qui enrichissent ta vie et à éviter celles qui l'épuisent. Imagine Camille, une graphiste de Strasbourg qui gagnait 2500 € par mois en travaillant en freelance. Chaque fois qu'elle envisageait d'acheter quelque chose, comme un sac de créateur coûtant 500 €, elle se demandait « Combien d'heures de ma vie est-ce que j'échange pour cela ?» Ce sac représentait une semaine entière de travail, ce qui l'a amenée à repenser ses priorités. Au lieu de l'acheter, elle a investi ses 500 € dans un cours de design UX qui lui a permis de doubler ses tarifs en 6 mois. Maintenant, Camille voit chaque dépense comme une décision sur la manière d'utiliser son énergie vitale, ce qui l'a conduite à constituer un fonds d'urgence et à investir dans des propriétés locatives en Alsace. Cette mentalité est universelle, mais en France, où les plaisirs quotidiens comme un repas dans un restaurant étoilé Michelin ou un voyage au Festival de Cannes sont valorisés, il est crucial d'équilibrer le plaisir immédiat avec la construction de richesses à long terme. Avant de dépenser, demande-toi, cela vaut-il les heures de ma vie qu'il a fallu pour le gagner? Cette simple question peut transformer ta relation avec l'argent. Leçon 8. La richesse générationnelle. Préserver la richesse à travers les générations est un défi dans un monde où l'inflation et les changements économiques érodent la valeur de l'argent. En France, où les familles valorisent souvent l'héritage, qu'il s'agisse d'une maison de campagne en Normandie ou d'une collection d'art, cette leçon est particulièrement pertinente. James Rickards, dans La route vers la ruine, raconte l'histoire d'une famille italienne qui a maintenu sa richesse pendant 800 ans en divisant ses actifs en 3 parties. Un tiers dans l'immobilier, un tiers dans l'or et un tiers dans des œuvres d'art précieuses. Cette approche simple mais efficace leur a permis de survivre aux crises économiques, aux guerres et aux changements politiques. Dans un contexte français, considérons la famille Dubois, propriétaire d'une vigne à Bordeaux depuis le 19e siècle. Pendant des générations, ils ont maintenu un tiers de leur richesse dans des terres viticoles qui génèrent des revenus constants, un autre tiers dans de l'or physique qui protège contre l'inflation et le reste dans des œuvres d'art, comme des peintures d'artistes locaux qui ont pris de la valeur avec le temps. Cette stratégie leur a permis non seulement de préserver leur richesse, mais aussi de financer l'éducation de leurs enfants dans les meilleures écoles, comme HEC Paris, et d'étendre leur entreprise au marché asiatique. Pour appliquer cette leçon, tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Tu peux commencer par de petits pas. Investir dans une propriété locative dans une ville comme Lille, où le marché immobilier est accessible. Acheter de l'or physique ou des ETF adossés à l'or et acquérir des pièces d'art locales ou des antiquités qui peuvent prendre de la valeur avec le temps. La clé est de diversifier dans des actifs tangibles qui résistent au passage du temps, une stratégie qui résonne avec la mentalité française de préserver le patrimoine. Leçon 9. La loi de l'affection. La loi de l'affection stipule que pour gagner 1 million, tu dois aider 1 million de personnes. Ce principe, popularisé par des entrepreneurs comme Russell Brunson, souligne que la richesse est directement liée à l'impact que tu génères. En France, où l'entrepreneuriat social et les coopératives ont une forte présence, cette idée est particulièrement puissante. Par exemple, pense à Claire,
une entrepreneuse de Nantes qui a lancé une plateforme en ligne pour connecter des producteurs locaux de fromage et de vin avec des consommateurs à travers l'Europe. En facilitant l'accès des petits producteurs à un marché plus large, Claire a non seulement généré des revenus pour elle-même, mais a également aidé des centaines d'agriculteurs à augmenter leurs ventes. En 3 ans, sa plateforme a atteint des milliers de clients, générant des revenus à 6 chiffres. Son succès ne repose pas sur l'exploitation des autres, mais sur la création de valeur pour une communauté plus large. Ce principe s'applique aussi bien aux entreprises qu'aux professions individuelles. Un chef à Lyon qui crée des recettes uniques et les partage sur une chaîne YouTube peut atteindre des millions de spectateurs, générant des revenus par la publicité ou les sponsorisations. Un professeur à Montpellier qui propose des cours en ligne sur l'histoire de l'art peut impacter des étudiants du monde entier. La leçon est simple. Plus tu apportes de la valeur aux autres, plus grande sera ta récompense financière. Leçon 10. Tu es à une compétence de la richesse. La richesse ne dépend pas seulement de ce que tu sais, mais de la manière dont tu appliques ce savoir. Robert Kiyosaki, dans Père riche, Père pauvre, raconte l'histoire d'une journaliste avec une maîtrise en littérature anglaise qui rêvait de devenir une autrice à succès, mais refusait d'apprendre des compétences en vente parce qu'elle les considérait comme inférieures. Cette mentalité limitante l'a maintenue stagnante, tandis que d'autres, avec moins de talent mais plus de disposition à apprendre, ont prospéré. En France, où le système éducatif met l'accent sur la spécialisation, il est facile de tomber dans le piège de penser qu'un diplôme avancé est suffisant. Cependant, la richesse nécessite souvent des compétences complémentaires, comme les ventes, la négociation ou le marketing numérique. Considérons Étienne, un architecte de Bordeaux avec un talent exceptionnel pour le design, mais qui peinait à attirer des clients. Après avoir assisté à un atelier de marketing numérique, il a appris à promouvoir son travail sur LinkedIn et à créer un site web professionnel. En 1 an, il a triplé ses revenus en attirant des projets internationaux. Étienne était à une compétence, le marketing, de débloquer son potentiel financier. Pour un public français, cela pourrait signifier apprendre à utiliser des plateformes comme Malte pour trouver des missions en freelance, maîtriser l'anglais pour accéder aux marchés mondiaux ou même étudier les finances personnelles pour mieux gérer les investissements. La leçon est claire. Identifie la compétence qui te manque et acquiers-la. Cette unique compétence peut être la clé pour transformer ta vie financière. Leçon 11. Deviens riche jeune. L'idée d'attendre la retraite pour profiter de la richesse est un concept qui, bien que courant, peut limiter la qualité de vie. En France, où la retraite est un pilier du système social, avec des pensions qui garantissent la stabilité, beaucoup supposent que la richesse est quelque chose qu'on reporte jusqu'à 60 ou 70 ans. Cependant, des livres comme La voie rapide du millionnaire de M.J. DeMarco remettent en question cette mentalité, plaidant pour construire une richesse jeune afin de profiter pleinement de la vie. Ce principe résonne avec la philosophie de Warren Buffett, qui a commencé à investir à 11 ans et a accumulé une fortune significative avant 30 ans, ce qui lui a permis de vivre selon ses propres termes bien avant l'âge de la retraite. Considérons le cas d'Élise, une jeune femme de 28 ans de Nice qui travaillait comme assistante administrative. Inspirée par l'idée de devenir riche jeune, Élise a décidé d'explorer l'essor du tourisme sur la Côte d'Azur. Elle a commencé à louer une chambre de son appartement via des plateformes comme Airbnb, générant 1 200 € par mois en revenus passifs. Avec ses fonds, elle a investi dans un cours de gestion hôtelière et, 2 ans plus tard, a ouvert un petit bed and breakfast à Antibes. Aujourd'hui, son entreprise lui permet de profiter de la vie méditerranéenne tout en construisant une richesse. Élise n'a pas attendu la retraite pour voyager ou savourer des dîners dans des restaurants avec vue sur la mer. Elle l'a fait jeune grâce à une approche stratégique. En France, devenir riche jeune ne signifie pas sacrifier le plaisir d'un café sur la place du Tertre ou d'une promenade dans les vignobles de Champagne. Il s'agit de créer des systèmes,
comme une entreprise scalable ou des actifs générant des revenus passifs, qui te permettent de profiter de la vie maintenant et non dans 40 ans. Cela pourrait impliquer de lancer une chaîne YouTube sur la culture française, de vendre des produits artisanaux sur Etsy ou d'investir dans des propriétés dans des villes à forte demande touristique comme Lyon ou Bordeaux. La clé est d'agir avec urgence et de construire une richesse pendant que tu as l'énergie pour en profiter. Leçon 12. Crée ta propre chance. La chance n'est pas un accident. Elle est le résultat d'une action constante et délibérée. Dans le contexte français, où le mérite et l'effort sont hautement valorisés, ce principe est un appel à l'action pour prendre le contrôle de ton destin financier. Plus tu explores d'opportunités, plus grandes sont tes chances de trouver le succès. Par exemple, imaginons Lucas, un jeune agent immobilier de Lille. Alors que ses collègues se limitaient à montrer des propriétés listées dans leur agence, Lucas a décidé d'investiguer activement le marché. Il a visité 50 propriétés en un mois, comparé aux 10 que ses collègues examinaient. Lors d'une de ces visites, il a découvert un appartement dans le centre historique sous-évalué en raison de petites réparations nécessaires. Il l'a acheté, l'a rénové et l'a loué, générant 800 € par mois en revenus passifs. De l'extérieur, on aurait dit que Lucas avait eu de la chance, mais en réalité, son effort proactif a créé cette opportunité. Ce principe est particulièrement pertinent en France, où le marché immobilier et les opportunités d'investissement dans des secteurs comme le tourisme ou la technologie sont abondants. Par exemple, explorer des plateformes comme Le Bon Coin pour trouver des propriétés sous-évaluées ou assister à des événements de réseautage à Station F peut ouvrir des portes que d'autres ne voient pas. La leçon est claire. La chance ne vient pas à ceux qui attendent. Elle vient à ceux qui agissent. Plus tu prends d'action, que ce soit en recherchant des investissements, en apprenant de nouvelles compétences ou en te connectant avec des personnes clés, plus tu auras de chance. Leçon 13. Les astuces mentales de l'argent. La comptabilité mentale est un phénomène psychologique qui affecte la manière dont nous percevons et dépensons l'argent. En France, où les habitudes de consommation sont influencées par une culture de qualité et de plaisir, comprendre ces astuces mentales peut faire la différence entre accumuler de la richesse et la dilapider. Par exemple, il est courant d'hésiter à dépenser 1 000 € de tes économies pour un cours de formation. Mais dépenser cette même somme pour une escapade d'un week-end à Saint-Tropez peut sembler plus facile, car cela provient d'un bonus ou d'un revenu supplémentaire. Prenons le cas de Mathilde, une avocate de Paris qui recevait des bonus annuels de 2 000 €. Auparavant, elle dépensait ses bonus en vêtements de créateurs ou en dîner dans des restaurants de luxe, le justifiant comme une récompense. Après avoir lu Your Money or Your Life de Vicki Robin, Mathilde a changé d'approche. Elle a établi une règle. Tout revenu supplémentaire, comme un bonus, serait divisé équitablement entre l'épargne, les investissements et les dépenses personnelles. Lorsqu'elle a reçu son bonus suivant, elle a investi 1 000 € dans un fonds indiciel du CAC 40, économisé 500 € pour son fonds d'urgence et dépensé 500 € pour un week-end en Normandie. Cette stratégie a non seulement réduit sa culpabilité lorsqu'elle dépensait, mais a également renforcé sa sécurité financière. Pour appliquer ce principe en France, considère 3 stratégies. Premièrement, garde peu d'argent sur ton compte courant pour éviter les dépenses impulsives. Deuxièmement, utilise des espèces au lieu de cartes pour les achats quotidiens, car l'argent physique rend les dépenses plus tangibles. Et troisièmement, établis des objectifs clairs pour les revenus supplémentaires, comme investir dans un cours de langue ou dans une propriété locative. Ces tactiques exploitent la comptabilité mentale pour aligner tes habitudes de dépenses avec tes objectifs financiers à long terme. Leçon 14. Dépense consciemment dans ce que tu aimes. Un plan de dépenses conscient te permet de profiter de la vie sans compromettre ton avenir financier. En France,
où le plaisir d'un bon repas, d'un vin de qualité ou d'un voyage culturel fait partie de l'identité, ce principe est clé pour équilibrer le plaisir immédiat avec la construction de richesse. L'idée est simple, dépense extravagamment dans ce qui te passionne et réduis sans pitié les dépenses dans ce qui ne t'importe pas. Par exemple, considérons Olivier, un consultant en marketing de Toulouse. Olivier aime assister à des festivals de cinéma, comme celui de Cannes, mais se moque d'avoir le dernier modèle de téléphone ou une voiture neuve. Inspiré par The Automatic Millionaire de David Bach, il a automatisé ses finances. 20% de son salaire va aux investissements dans des fonds indiciels, 30% aux économies et aux coûts fixes, et les 50% restants sont utilisés pour les dépenses personnelles, y compris les billets pour les festivals et les voyages culturels. En même temps, il a réduit les dépenses inutiles, comme les abonnements à des services de streaming qu'il utilisait à peine et une salle de sport où il n'allait pas, préférant courir le long des berges de la Garonne. Cette approche lui a permis de profiter de sa passion sans culpabilité, tout en construisant un fonds d'investissement qui croît chaque année. Dans un contexte français, un plan de dépenses conscient pourrait signifier prioriser un dîner dans un restaurant étoilé Michelin à Lyon, plutôt que d'acheter des vêtements de marque ou investir dans un cours d'œnologie au lieu de rénover des meubles encore fonctionnels. La clé est d'automatiser tes économies et tes investissements en premier, afin que l'argent restant puisse être dépensé librement dans ce que tu valorises vraiment. Leçon 15. Deviens la personne qui gagne plus. La richesse commence par un changement de mentalité. Pour gagner plus, tu dois agir comme quelqu'un qui le fait déjà. En France, où la mobilité sociale peut être difficile en raison des structures hiérarchiques, adopter la mentalité et les habitudes d'une personne plus prospère peut ouvrir des portes inattendues. Imagine Chloé, une professeure de lycée à Rennes qui gagnait 2000 € par mois. Bien qu'elle aimât enseigner, elle rêvait d'une vie où elle pourrait voyager à travers l'Europe sans se soucier de l'argent. Inspirée par « Pensez et devenez riche » de Napoleon Hill, Chloé a commencé à étudier les habitudes des entrepreneurs à succès. Elle a commencé à lire des livres sur les finances, à assister à des conférences d'affaires à Paris et à se connecter avec des professionnels sur LinkedIn. Elle a également investi dans un cours de création de contenu numérique et a lancé un blog sur l'éducation bilingue, qu'elle a finalement monétisé avec des cours en ligne. En 2 ans, ses revenus mensuels sont passés à 8 000 €, lui permettant de voyager en Italie et en Espagne tout en continuant à enseigner. Chloé n'a pas attendu de gagner plus pour changer. Elle est devenue la personne capable de générer ses revenus. Pour un public français, cela pourrait signifier adopter des habitudes comme lire les échos pour comprendre les tendances du marché, assister à des événements de réseautage dans des villes comme Marseille ou investir dans des compétences comme la maîtrise de l'anglais pour accéder à des opportunités internationales. La leçon est claire, l'argent suit la mentalité. Deviens la personne qui possède déjà ce que tu désires et les résultats suivront. Leçon 16. La règle 80-20 en investissement. La règle 80-20, ou principe de Pareto, s'applique à de nombreux aspects de la vie, y compris les investissements. Dans le monde financier, cela signifie que 80% de tes gains proviendront probablement de 20% de tes décisions. Warren Buffett, dans ses conférences, a admis que sur les plus de 400 entreprises dans lesquelles il a investi, seules 10 ont généré la majeure partie de ses gains. Ce principe est crucial pour un public français, où la prudence dans les investissements est une tradition, notamment dans des secteurs comme l'immobilier ou les fonds de pension. Par exemple, considérons Vincent, un banquier de Strasbourg, qui a investi dans 15 propriétés différentes sur 10 ans. La plupart généraient des revenus modestes, mais une seule propriété, un appartement en centre-ville loué à des professionnels, produisait 80% de ses revenus locatifs. En réalisant cela, Vincent a décidé de se concentrer sur l'acquisition de propriétés similaires dans des zones à forte demande, plutôt que de diversifier aveuglément. Cette approche stratégique a considérablement augmenté son flux de trésorerie.
En France, la règle 80-20 peut s'appliquer à l'investissement dans des actifs comme des propriétés dans des villes touristiques comme Nice ou des actions d'entreprises stables du CAC 40 comme LVMH ou Total Energies. La leçon est d'accepter que tous tes investissements ne seront pas réussis, mais les rares qui le sont peuvent transformer ta vie financière. Adopte une mentalité à long terme et ne crains pas les échecs, car ils font partie du processus. Leçon 17. Pense et deviens riche. Le livre « Pensez et devenez riche » de Napoleon Hill est un classique, mais son titre peut être trompeur s'il n'est pas accompagné d'action. En France, où la planification et la réflexion sont hautement valorisées, il est facile de tomber dans le piège de suranalyser sans agir. La véritable richesse ne provient pas de visualiser le succès, mais de prendre des mesures concrètes vers celui-ci. Par exemple, Julien, un entrepreneur de Lyon, a lu « Pensez et devenez riche » et a commencé à visualiser une vie de richesse, mais pendant des mois, il n'a rien fait d'autre. Frustré par le manque de résultats, il a décidé d'agir. Il a créé une entreprise de traiteurs spécialisée dans la cuisine régionale, exploitant la riche tradition culinaire de Lyon. Il a commencé par offrir ses services à de petites entreprises locales et, avec le temps, a élargi sa clientèle à des événements corporatifs dans toute la France. En 3 ans, son entreprise générait des revenus à 6 chiffres, tout cela parce qu'il est passé de la visualisation à l'action. Dans un contexte français, cela pourrait signifier faire le premier pas vers un projet qui te passionne, comme ouvrir une boulangerie dans ton village ou lancer un podcast sur l'histoire de France. Il ne suffit pas de rêver, tu dois agir. Comme le dit le proverbe français, « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Chaque action, aussi petite soit-elle, te rapproche de tes objectifs financiers. Leçon 18. Sache combien est assez. Savoir combien est assez est une leçon fondamentale pour éviter que la cupidité ne détruise la richesse que tu as construite. En France, où la philosophie de vie privilégie souvent l'équilibre et le plaisir à l'accumulation effrénée, ce principe résonne profondément. Warren Buffett, connu pour sa frugalité malgré sa fortune colossale, vit dans la même maison à Omaha depuis 1958 et évite les dépenses ostentatoires qui ne lui apportent pas de valeur. Cette mentalité l'a protégé des décisions impulsives motivées par le désir d'avoir plus. Un exemple tragique de ne pas savoir combien est assez est l'histoire de Rajat Gupta, mentionnée dans le scénario original. Gupta, qui est passé d'orphelin à PDG de McKinsey & Company, avait un patrimoine de 100 millions de dollars. Cependant, son désir d'en avoir plus l'a conduit à commettre une erreur fatale. Il a profité d'informations privilégiées sur un investissement de Buffett dans Goldman Sachs pendant la crise de 2008, ce qui a entraîné son arrestation pour délit d'initié. Ce cas illustre comment l'incapacité à définir assez peut détruire non seulement la richesse, mais aussi la réputation. Dans un contexte français, considérons Isabelle, une entrepreneuse de Bordeaux qui dirigeait une entreprise d'exportation de vins prospères. Avec une entreprise qui générait 500 000 € par an, Isabelle vivait confortablement, profitant de voyages à Paris et de dîners dans des restaurants étoilés Michelin. Cependant, sous la pression de comparer son succès à celui de concurrents plus grands, elle a investi agressivement dans une expansion risquée sans plan solide. La dette qui en a résulté l'a presque menée à la faillite. Après réflexion, Isabelle a restructuré son entreprise, se concentrant sur ce qu'elle valorisait vraiment, la qualité de ses produits et le temps passé avec sa famille. Aujourd'hui, son entreprise est plus stable et elle a appris que assez ne signifie pas tout avoir, mais profiter de ce qui compte. Pour un public français, définir assez pourrait signifier établir des objectifs clairs, peut-être posséder une maison dans la campagne provençale, voyager dans les châteaux de la Loire chaque été ou assurer l'éducation de tes enfants dans une grande école. La clé est d'éviter de te comparer aux autres, car il y aura toujours quelqu'un avec plus. Demande-toi, qu'est-ce qui est assez pour vivre la vie que je désire? Une fois que tu l'as définie, protège cette vision avec discipline.
Leçon 19. Les mathématiques d'investir tôt. La puissance de l'intérêt composé est l'une des forces les plus puissantes pour construire une richesse, surtout lorsque tu commences jeune. En France, où la planification financière à long terme est courante, en raison d'un système de retraite robuste, comprendre les mathématiques d'investir tôt peut transformer ton avenir. L'exemple de Billy, Suzanne et Kim, mentionné dans le scénario original, l'illustre clairement. Billy, qui a investi 3 000 $ par an de 15 à 19 ans, a fini avec plus d'argent à 65 ans que Suzanne et Kim, qui ont commencé plus tard, malgré avoir investi moins au total. Appliquons cela à un contexte français. Imaginons Claire, une étudiante de 18 ans à Montpellier qui travaille à temps partiel dans une librairie, gagnant 500 € par mois. Inspirée par un livre sur les investissements, elle décide d'économiser 100 € par mois et de les investir dans un fonds indiciel du CAC 40 avec un rendement moyen de 7% par an. À 60 ans, ces 100 € mensuels pendant seulement 10 ans, 1 200 € par an, 12 000 € au total, auront grandi à environ 150 000 € grâce à l'intérêt composé. En revanche, son ami Marc, qui commence à investir la même somme à 30 ans et continue jusqu'à 60 ans, termine avec seulement 90 000 € malgré avoir investi pendant plus longtemps. La différence réside dans le temps que Claire a donné à ses investissements pour croître. En France, les jeunes peuvent tirer parti d'instruments comme le plan d'épargne en actions, PEA, qui offre des avantages fiscaux pour les investissements en actions. Même de petites sommes, comme 50 € par mois, peuvent s'accumuler considérablement si tu commences tôt. La leçon est claire, le temps est ton plus grand allié dans les investissements. N'attends pas d'avoir un gros salaire, commence avec ce que tu as, maintenant. Leçon 20. Comprends le levier pour obtenir de la richesse pendant que tu dors. Le levier est la clé pour générer de la richesse sans être lié à un travail constant. En France, où l'équilibre entre travail et vie personnelle est une valeur culturelle, le levier offre un moyen de gagner de l'argent tout en profitant d'une promenade le long de la Seine ou d'un week-end en Bretagne. Il existe 3 types de leviers: la main-d'œuvre, le capital et les produits sans coût marginal de réplication. 1. Main-d'œuvre. Embaucher d'autres pour multiplier ta capacité. Par exemple, Sophie, une fleuriste de Nantes, a élargi son entreprise en embauchant 2 employés pour gérer les commandes en ligne, ce qui lui a permis de doubler ses ventes sans travailler plus d'heures. Deuxième capital, utiliser de l'argent pour générer plus d'argent. Jean, un investisseur de Lyon, a utilisé 20 000 € d'économie pour acheter une propriété locative dans une zone touristique qui génère maintenant 1 000 € par mois en revenus passifs. 3. Produit sans coût marginal. Créer quelque chose une fois qui peut être reproduit à l'infini, comme un livre numérique ou une vidéo YouTube. Camille, une chef de Paris, a enregistré un cours en ligne sur la cuisine française qu'elle vend à des étudiants mondiaux, générant des revenus sans travail supplémentaire. En France, le levier peut être exploité dans des secteurs comme le tourisme ou la technologie. Par exemple, créer une application qui guide les touristes à travers les châteaux de la Loire ou investir dans une start-up à Station F peut générer des revenus scalables. La leçon est que le levier te permet de dissocier tes revenus de ton temps, créant de la richesse pendant que tu dors. Leçon 21. Sache exactement ce que tu veux. La clarté dans tes objectifs financiers est essentielle pour les atteindre. En France, où la planification méticuleuse est une vertu, savoir exactement ce que tu veux peut faire la différence entre une vie riche et une vie de conformisme. Comme le dit le proverbe français, celui qui ne sait pas où il va n'arrive nulle part. Considérons Étienne, un ingénieur de Toulouse qui rêvait d'une vie libre de horaires fixes. Au lieu de se contenter d'un salaire stable, il a défini clairement ses objectifs: travailler à distance, voyager en Europe 2 fois par an et posséder une maison à la campagne. Avec cette vision claire, Étienne a investi dans un cours de développement web et a commencé à travailler en freelance. En 3 ans, il a atteint ses objectifs, travaillant depuis des cafés à Lisbonne et achetant une maison en Dordogne.
Son succès n'était pas un hasard. Il était le résultat de savoir exactement ce qu'il voulait et de planifier pour l'atteindre. Pour un public français, cela pourrait signifier définir des objectifs comme avoir la liberté de travailler depuis une villa sur la Côte d'Azur, financer l'éducation de tes enfants dans une grande école comme Sciences Po ou savourer des dîners dans des restaurants sans te soucier du prix. Écris tes objectifs en détail et crée un plan pour les atteindre. La clarté est le premier pas vers la richesse. Leçon 22. Concentre-toi sur ce qui est à toi. Au lieu d'enrichir ton patron, concentre-toi sur la construction de tes propres actifs. En France, où l'emploi stable est valorisé, ce principe peut sembler difficile, mais il n'implique pas nécessairement de quitter ton travail. Il s'agit de créer une colonne d'actifs qui génère des revenus passifs tout en maintenant ton emploi principal. Par exemple, Marie, une infirmière de Marseille, aimait son travail mais voulait plus de liberté financière. Inspirée par « Père riche, Père pauvre », elle a commencé à investir ses économies dans un petit appartement qu'elle loue à des touristes pendant l'été. Cet actif génère 700 € par mois, qu'elle réinvestit dans un fonds indiciel. Bien qu'elle continue de travailler à l'hôpital, ses actifs construisent sa richesse, lui permettant de planifier des vacances annuelles en Corse sans dépendre de son salaire. En France, tu peux construire des actifs en investissant dans des propriétés locatives à Nice, en créant une application mobile pour les touristes ou même en écrivant un livre électronique sur la culture française. La clé est de maintenir tes dépenses basses et de laisser les revenus de tes actifs financer tes luxes, pas ton salaire. Leçon 23. Ne souhaite pas une grosse somme d'argent liquide. La véritable richesse ne consiste pas à accumuler une grande pile d'argent, mais à développer la capacité à générer des revenus continus. En France, où la stabilité financière est une valeur culturelle, ce principe souligne l'importance de devenir une source de richesse, comme un puits qui ne se tarit jamais, plutôt qu'un réservoir qui finit par se vider. Par exemple, considérons Paul, un écrivain de Lille qui rêvait d'un gros paiement pour son premier roman. Après avoir publié son livre, il a reçu 10 000 € qu'il a rapidement dépensés pour une voiture neuve. Cependant, inspiré par The Millionaire Fastlane, il a décidé de se concentrer sur la création de flux de revenus. Il a écrit un cours en ligne sur l'écriture créative qu'il vend pour 100 €, générant 2 000 € par mois avec un seul produit numérique. Contrairement au paiement unique, ce cours est un actif qui continue de générer des revenus. Dans un contexte français, cela pourrait signifier créer un blog sur les vins de Bourgogne, ouvrir une boutique en ligne de produits artisanaux ou investir dans des propriétés qui génèrent des loyers. La leçon est claire. Au lieu de chercher une grosse somme, développe des compétences qui te permettent de générer de la richesse en continu. Leçon 24. Comment dépenser sans te sentir coupable? Dépenser sans culpabilité est possible si tu suis deux stratégies. La règle 2 fois et prioriser les dépenses qui maximisent ta satisfaction à long terme. En France, où le plaisir fait partie de la vie quotidienne, ce principe permet de profiter de luxe sans compromettre ton avenir financier. La règle 2X stipule que pour chaque euro que tu dépenses dans un luxe, tu dois investir la même somme. Par exemple, Louise, une styliste de mode de Paris, voulait acheter un sac de 500 €. En suivant la règle 2X, elle a investi 500 € dans un fonds indiciel avant de faire l'achat. Cela a non seulement éliminé sa culpabilité, mais l'a aussi obligée à réfléchir si le sac en valait la peine, car elle a dû épargner le double. Avec le temps, ses investissements ont grandi, finançant plus d'achats sans affecter sa sécurité financière. De plus, priorise les dépenses qui t'apportent une satisfaction durable. Louise, par exemple, a cessé de dépenser dans des vêtements de saison et a commencé à investir dans des expériences, comme des ateliers de design à Milan, qui ont enrichi sa carrière et sa vie personnelle. En France, cela pourrait signifier dépenser dans un dîner dans un restaurant de Lyon plutôt que dans des abonnements inutiles ou investir dans un cours d'œnologie au lieu d'un nouveau téléphone.
La clé est d'aligner tes dépenses sur tes valeurs et d'automatiser tes économies pour dépenser sans culpabilité. Leçon 25. Réduire les coûts ou augmenter les revenus. Réduire les dépenses est une stratégie valable, mais elle a une limite. Tu ne peux réduire qu'un certain point avant de compromettre ta qualité de vie. En France, où l'art de vivre est un pilier culturel, se concentrer uniquement sur la réduction des coûts peut être démotivant. La véritable clé de la richesse réside dans l'augmentation de tes revenus, ce qui ouvre un éventail illimité de possibilités. Ce principe résonne avec la mentalité française, qui valorise à la fois la stabilité financière et le plaisir des joies quotidiennes, comme une promenade sur les Champs-Élysées ou un dîner dans un bistrot de Lyon. Considérons François, un professeur de musique de Dijon. François réduisait autrefois ses dépenses au minimum, évitant de sortir au restaurant ou de voyager, mais cela le faisait se sentir piégé. Inspiré par The Millionaire Next Door, il a décidé de se concentrer sur l'augmentation de ses revenus. Il a commencé à offrir des cours de piano en ligne, utilisant des plateformes comme Zoom pour atteindre des étudiants dans le monde entier. En un an, ses revenus mensuels sont passés de 2 500 à 4 000 €, lui permettant de profiter d'escapades en Bourgogne, sans sacrifier ses économies. François a appris que l'augmentation des revenus est plus puissante que la réduction des dépenses, car elle améliore non seulement ta qualité de vie, mais te donne aussi plus de ressources pour investir. Dans un contexte français, augmenter les revenus pourrait signifier lancer une activité parallèle, comme vendre des confitures maison sur les marchés locaux, offrir des visites culturelles à Paris ou investir dans des compétences recherchées comme le design graphique. La leçon est claire. Bien que réduire les coûts inutiles soit important, le véritable changement réside dans la recherche de moyens de générer plus de revenus. Leçon 26. La richesse est ce que tu ne vois pas. La richesse ne se mesure pas par ce que tu montres au monde, mais par ce que tu accumules en privé. En France, où la discrétion et l'élégance sont des valeurs culturelles, ce principe résonne profondément. Une personne peut sembler riche en conduisant une voiture de luxe ou en portant des vêtements de créateur, mais si ces luxes sont financés par des dettes, il n'y a pas de véritable richesse. Comme le dit Morgan Housel dans The Psychology of Money, la richesse est l'argent que tu ne dépenses pas, les actifs que tu accumules et la liberté qu'ils te permettent. Par exemple, imaginons Camille, une cadre en marketing de Nice. À première vue, sa vie semblait luxueuse, un appartement sur la promenade des Anglais, une voiture neuve et des vacances fréquentes à Saint-Tropez. Cependant, après une conversation avec un conseiller financier, Camille a révélé que la plupart de ses achats étaient financés par des prêts et des cartes de crédit. Inspirée par l'idée que la richesse est ce qui ne se voit pas, elle a décidé de changer. Elle a vendu sa voiture, réduit ses dépenses ostentatoires et a commencé à investir dans un fonds de pension et une propriété locative à Antibes. Aujourd'hui, sa véritable richesse, mesurée par ses actifs et ses économies, lui permet de vivre sereinement, sans la pression de maintenir une façade. En France, ce principe peut s'appliquer en évitant la tentation de dépenser dans des symboles de statut, comme un sac Louis Vuitton financé à crédit, et en investissant à la place dans des actifs comme des propriétés en Provence ou des fonds indiciels. La richesse est la capacité de dire non aux dépenses inutiles et oui à la liberté financière. Leçon 27. Comment épargner et profiter de l'argent en même temps? Épargner et profiter de l'argent ne sont pas mutuellement exclusifs si tu crées un système financier automatisé. En France, où la planification est une vertu, automatiser tes finances te permet d'équilibrer l'épargne avec les plaisirs de la vie, comme une visite au vignoble de Champagne ou une soirée à l'opéra à Paris. Considérons Sophie, une avocate de Strasbourg qui gagnait 3 500 € par mois. Inspirée par The Automatic Millionaire de David Bach, Sophie a conçu un système financier. 50% de son salaire couvre les coûts fixes, loyer, factures, courses. 15% va aux investissements, un fonds indiciel du CAC 40,
15% aux économies à court terme, pour les voyages ou les urgences, et 20% aux dépenses libres, comme des dîners dans des restaurants alsaciens ou des billets pour des festivals de musique. Elle a automatisé ces transferts pour qu'ils soient effectués le premier jour de chaque mois, éliminant la tentation de trop dépenser. Ce système lui a permis d'économiser 12 000 € en un an, tout en profitant de sa passion pour la gastronomie sans culpabilité. Dans un contexte français, tu peux appliquer ce principe en configurant des virements automatiques via ta banque, comme le plan d'épargne en actions, PEA, pour les investissements ou un compte d'épargne livret A. La clé est de catégoriser tes dépenses et de prioriser l'épargne avant de dépenser, garantissant que tu profites de la vie tout en construisant une richesse. Leçon 28. Paye-toi en premier. La règle de « paye-toi en premier » signifie prioriser tes économies et tes investissements avant de payer toute autre facture. En France, où les impôts et les coûts de la vie peuvent être élevés, cette stratégie est essentielle pour construire une richesse de manière constante. En économisant au moins 10% de tes revenus avant toute autre dépense, tu entraînes ton muscle financier et crées une base solide pour l'avenir. Par exemple, Julien, un ingénieur de Toulouse, gagnait 4 000 € par mois. Avant de lire « Père riche, Père pauvre », il dépensait d'abord pour le loyer, les factures et les loisirs, laissant peu pour épargner. Après avoir adopté la règle de « paye-toi en premier », il a configuré un virement automatique de 400 € chaque mois vers un fonds d'investissement et 200 € vers un fonds d'urgence. Avec le temps, ses économies ont grandi, lui permettant d'effectuer le paiement initial pour une propriété locative qui génère maintenant 600 € par mois. Julien compare ses économies à une armée de soldats travaillant pour générer plus de richesses, une métaphore qui le motive à maintenir la discipline. En France, cette stratégie peut s'appliquer en utilisant des outils comme le livret A pour des économies sûres ou le PEA pour des investissements à long terme. Peu importe si tu commences avec 5% ou 20%, l'important est de commencer et de maintenir la cohérence. Chaque euro économisé est un pas vers la liberté financière. Leçon 29. Épargner ou investir. Qu'est-ce qui passe en premier? Décider si prioriser l'épargne ou l'investissement dépend de ta situation financière. En France, où la sécurité financière est une priorité, cette leçon offre un cadre pratique pour prendre des décisions éclairées. La clé est de comparer le rendement potentiel de tes investissements avec le montant que tu peux économiser. Imaginons Claire, une graphiste de Lyon qui économise 500 € par mois, soit 6 000 € par an. Après avoir fait des recherches, elle a trouvé une opportunité d'investissement dans un fonds indiciel avec un rendement moyen de 7%, ce qui générerait 700 € par an sur un investissement de 10 000 €. Comme ses économies annuelles, 6 000 € dépassent le rendement de l'investissement, 700 €. Claire a décidé de prioriser l'épargne pour constituer un fonds d'urgence avant d'investir. Une fois qu'elle a eu 12 000 € économisés, elle a commencé à investir 300 € par mois, équilibrant les deux objectifs. Dans un contexte français, ce principe peut s'appliquer en évaluant des options comme le livret A pour des économies sûres par rapport aux fonds indiciels ou aux propriétés locatives. Si tes économies dépassent le rendement attendu d'un investissement, concentre-toi d'abord sur l'épargne. Si le rendement est plus élevé, privilégie l'investissement. S'ils sont similaires, combine les deux. Cette approche pratique garantit que tes décisions sont basées sur des chiffres, pas sur des émotions. Leçon 30. Deviens entrepreneur. Être entrepreneur n'est pas seulement une carrière. C'est une mentalité qui te permet de prendre le contrôle de ton avenir financier. En France, où l'emploi stable dans de grandes entreprises comme L'Oréal ou Airbus est souvent l'objectif, l'idée d'entreprendre peut sembler risquée. Cependant, comme le souligne Robert Kiyosaki, les entrepreneurs ont des avantages uniques, des avantages fiscaux à la capacité de créer plusieurs sources de revenus. Par exemple,
Considérons Étienne, un comptable de Marseille qui travaillait pour une grande entreprise. Bien qu'il ait un salaire stable, il sentait que son potentiel était limité. Inspiré par Père riche, Père pauvre, il a lancé une société de conseil financier pour les petites entreprises locales, comme les restaurants et les boutiques du Vieux-Port. Au début, il travaillait sur son entreprise le soir, tout en conservant son emploi de jour. En 2 ans, son activité de conseil générait assez de revenus pour quitter son emploi et s'étendre à des clients dans toute la région de Provence. Étienne a non seulement augmenté ses revenus, mais a également profité de déductions fiscales disponibles pour les entrepreneurs en France, comme celles associées au régime micro-entreprise. En France, devenir entrepreneur peut signifier ouvrir une pâtisserie dans un petit village, lancer une start-up technologique à Station F ou vendre des produits artisanaux sur des marchés comme ceux d'Aix-en-Provence. La leçon est que l'entrepreneuriat n'est pas réservé aux audacieux. Il est pour quiconque est prêt à assumer la responsabilité de son propre succès financier. Leçon 31. Un fonds d'urgence de 3 à 6 mois. Un fonds d'urgence est un filet de sécurité essentiel pour te protéger des imprévus. En France, où les coûts de la vie peuvent être élevés, notamment dans des villes comme Paris, avoir un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses est crucial. Le montant dépend de la stabilité de tes revenus et de ta tolérance au risque. Par exemple, Louise, une freelance en design d'intérieur à Bordeaux, dépense 2 000 € par mois. Comme ses revenus varient selon les projets, elle a décidé d'économiser 12 000 €, 6 mois de dépenses, dans un livret A. Lorsqu'un client important a annulé un projet, Louise a pu couvrir ses dépenses sans recourir à des dettes, ce qui lui a donné la tranquillité d'esprit pour chercher de nouveaux clients. En revanche, son amie Sophie, une fonctionnaire avec un revenu stable, a opté pour un fonds de 6 000 €, 3 mois, car son emploi est plus sûr. En France, un fonds d'urgence doit être strictement réservé aux imprévus, comme les réparations domestiques ou la perte d'emploi, et non pour des dépenses planifiées comme des vacances. Utiliser des comptes sûrs comme le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, LDDS, garantit que ton argent est accessible et protégé. La leçon est simple. Calcule tes dépenses mensuelles, multiplie par 3 ou 6 et économise avec discipline jusqu'à atteindre cet objectif. Leçon 32. Méfie-toi de certains experts financiers. Tous les experts financiers n'ont pas tes meilleurs intérêts à cœur. En France, où la confiance dans les institutions financières est élevée mais pas absolue, il est crucial d'être prudent dans le choix de ceux dont tu suis les conseils. Les meilleures opportunités d'investissement ne sont souvent pas annoncées publiquement. Elles restent entre initiés. Comme le souligne le scénario original, un agent immobilier qui trouve une propriété exceptionnelle la gardera probablement pour lui-même ou la partagera avec des collègues avant de la rendre publique. Considérons Pierre, un médecin de Lille qui voulait investir ses économies de 50 000 €. Il a fait confiance à un conseiller financier d'une banque locale qui lui a recommandé un fonds avec des frais élevés. Après avoir fait ses propres recherches, Pierre a découvert que le fonds avait un historique médiocre et que le conseiller gagnait une commission importante pour chaque client qui le choisissait. À la place, il a décidé d'investir dans un fonds indiciel à faible coût via un plan d'épargne en actions, PEA, qui offrait de meilleurs rendements avec moins de frais. En 5 ans, son investissement a cru de 30%, tandis que le fonds recommandé dépassait à peine l'inflation. Pierre a appris à remettre en question les conseils et à privilégier ses propres recherches. En France, où les banques et les conseillers financiers sont courants, applique ce principe en vérifiant les références des experts, en comparant les frais et en cherchant des avis indépendants, comme ceux des forums en ligne ou des associations de consommateurs comme UFC Que Choisir. La leçon est claire, fais confiance, mais vérifie. Tes décisions financières doivent être basées sur des faits, pas sur des promesses. Leçon 33. Combien représente une commission de 1%? Les commissions apparemment faibles peuvent avoir un impact massif sur tes investissements à long terme. En France,
où les produits financiers comme les fonds de pension et les PEA sont populaires, comprendre l'effet des commissions est essentiel pour maximiser la richesse. Le scénario original illustre cela avec l'exemple de deux frères. L'un paie une commission de 1% et l'autre de 2%, ce qui entraîne une différence de 418 000 $ après 30 ans, malgré un investissement initial identique. Appliquons cela à un contexte français. Imaginons Sophie et Marc, deux amis de Lyon qui investissent chacun 50 000 € à 30 ans dans des fonds avec un rendement annuel de 7%. Sophie choisit un fonds avec une commission de 0,5%, tandis que Marc opte pour un fonds avec une commission de 1,5%. Après 30 ans, l'investissement de Sophie croît à environ 380 000 €, tandis que celui de Marc atteint seulement 320 000 €. La différence d'un 1% dans les commissions coûte à Marc 60 000 €, assez pour financer une nouvelle voiture ou l'apport initial d'une propriété. Cet exemple souligne l'importance de choisir des fonds à faible coût, comme les ETF disponibles sur le marché français, qui ont souvent des commissions inférieures à 0,3%. Pour un public français, cela signifie examiner attentivement les frais de tout produit financier, qu'il s'agisse d'un fonds commun de placement, d'un plan d'épargne actionnaire ou d'un plan de pension. Pose-toi la question: combien est-ce que je paie vraiment? 1% peut sembler insignifiant, mais à long terme, cela peut être la différence entre la liberté financière et la médiocrité. Leçon 34. Dépense de l'argent pour avoir bonne allure. L'apparence compte non pas par vanité, mais parce qu'elle influence la manière dont tu te perçois et dont les autres te perçoivent. En France, où l'élégance et la présentation font partie intégrante de la culture, investir dans ton image peut t'ouvrir des portes professionnelles et personnelles. Comme le dit le proverbe français, l'habit ne fait pas le moine, mais il aide à entrer dans le monastère. Par exemple, considérons Élise, une consultante en marketing de Paris. Au début de sa carrière, Élise assistait à des réunions en tenue décontractée, pensant que son talent suffisait. Cependant, elle a remarqué que les clients réagissaient mieux à des collègues avec une apparence plus professionnelle. Inspirée par cette observation, elle a investi dans une garde-robe élégante mais fonctionnelle, incluant des costumes bien coupés et des accessoires discrets. Cet investissement a non seulement renforcé sa confiance, mais l'a également aidé à conclure des contrats plus importants, doublant ses revenus en un an. Comme dans l'exemple du scénario original sur les raisins emballés, une meilleure présentation peut augmenter ta valeur perçue. Dans un contexte français, cela ne signifie pas dépenser à outrance dans des marques de luxe, mais investir stratégiquement dans une image qui reflète le professionnalisme. Par exemple, un professeur à Strasbourg pourrait dépenser dans une veste bien conçue pour des conférences, ou un entrepreneur à Marseille pourrait investir dans un site web professionnel pour son entreprise. La leçon est simple: ton apparence est un investissement dans ton succès tant qu'elle est alignée avec tes objectifs. Leçon 35. Identifie ton facteur latte. Le concept du facteur latte, popularisé par David Bach, met en lumière comment les petites dépenses quotidiennes peuvent s'accumuler et saboter ta richesse. En France, où les cafés et les croissants font partie de la routine quotidienne, identifier et réduire ces dépenses peut libérer des ressources significatives pour épargner ou investir. Imaginons Claire, une journaliste de Nantes qui dépensait 8 € par jour pour un café et une pâtisserie dans une cafétéria près de son bureau. Cela représentait 2 080 € par an, 8 € fois 5 jours fois 52 semaines. Après avoir lu The Automatic Millionaire, Claire a calculé qu'en investissant ces 2 080 € par an dans un fonds avec un rendement de 7%, elle pourrait accumuler plus de 200 000 € en 30 ans. Elle a décidé de préparer son café à la maison et d'apporter un déjeuner, économisant 6 € par jour. Avec ses économies, elle a commencé à investir dans un PEA, qui génère maintenant des revenus passifs. Son facteur latte n'était pas seulement le café, mais l'habitude de dépenser sans réfléchir dans de petits plaisirs quotidiens. En France, ton facteur latte
pourrait être un abonnement à Canal plus que tu n'utilises pas, des repas fréquents au restaurant ou une voiture supplémentaire que tu conduis à peine. Identifie ces dépenses en examinant tes transactions bancaires et demande-toi, cela apporte-t-il vraiment de la valeur à ma vie? Réduire ces dépenses ne signifie pas éliminer le plaisir, mais rediriger ces ressources vers ton avenir financier. Leçon 36. Combien tu devrais épargner? Le montant que tu économises doit être flexible et s'adapter aux circonstances de ta vie. En France, où les coûts de la vie varient entre les grandes villes et les villages ruraux, un taux d'épargne fixe peut être peu pratique. La clé est d'économiser ce que tu peux, selon ta situation, plutôt que de te sentir pressé par un pourcentage arbitraire. Par exemple, considérons Julien, un étudiant universitaire à Toulouse qui travaillait à temps partiel dans une librairie. Pendant ses années d'études, il vivait dans une résidence économique et mangeait à la cantine universitaire, ce qui lui permettait d'économiser 40% de ses revenus, environ 400 € par mois. Cependant, après avoir obtenu son diplôme et déménagé dans un appartement avec sa partenaire, ses dépenses ont augmenté et il ne pouvait économiser que 5%, 100 € par mois. Au lieu de se sentir frustré, Julien a adopté la mentalité de « économise ce que tu peux ». Avec le temps, il a augmenté ses revenus avec un travail en freelance, ce qui lui a permis de revenir à un pourcentage d'épargne plus élevé. Dans un contexte français, cela signifie ajuster tes économies selon ta phase de vie. Si tu es jeune et vis dans une ville comme Rennes avec des coûts modérés, tu pourrais économiser 30% ou plus. Si tu as une famille à Paris où le loyer est élevé, économiser 5% est déjà un exploit. Utilise des outils comme le livret A ou le LDDS pour garder tes économies sûres et accessibles. La leçon est que l'épargne ne doit pas générer de stress, elle doit s'adapter à ta réalité. Leçon 37. Paye tes dettes. Vivre libre de dettes est une étape cruciale vers la liberté financière. En France, où les prêts personnels et les hypothèques sont courants, la méthode de la boule de neige décrite dans le scénario original est une stratégie efficace pour éliminer les dettes. Cette méthode consiste à rembourser d'abord la dette la plus petite, tout en maintenant les paiements minimums sur les autres pour créer un élan. Par exemple, imaginons Marie, une professeure de Bordeaux avec 3 dettes. 2 000 € sur une carte de crédit, paiement minimum de 100 €. 8 000 € sur un prêt étudiant, paiement minimum de 200 €. Et 15 000 € sur un prêt auto, paiement minimum de 300 €. Marie gagne 3 000 € par mois et, après avoir couvert ses dépenses de base, 1 500 €, il lui reste 1 500 €. En suivant la méthode de la boule de neige, elle paie les minimums, 600 € au total, et consacre les 900 € restants à la carte de crédit. En 3 mois, elle élimine cette dette, libérant les 100 € du paiement minimum. Ensuite, elle applique ses 1 000 €, 900 plus 100, au prêt étudiant, le remboursant en 9 mois. Enfin, elle élimine le prêt auto. En 2 ans, Marie est libre de dettes, sauf pour son hypothèque qu'elle décide d'aborder plus tard. En France, tu peux accélérer ce processus en générant des revenus supplémentaires, comme donner des cours particuliers sur des plateformes comme Superprof ou vendre des articles sur Le Bon Coin. La leçon est claire, privilégie tes dettes les plus petites pour gagner de l'élan, mais n'ignore pas les grandes, comme une hypothèque, qui nécessite un plan à long terme. Leçon 38. Pourquoi tu ne peux pas abandonner après plusieurs échecs? Le succès financier exige de la persévérance, surtout après des échecs. En France, où la culture valorise la stabilité, la peur de l'échec peut dissuader beaucoup de réessayer. Cependant, comme dans une salle de sport où les résultats exigent de la constance, la richesse exige de la persévérance. Considérons Lucas, un entrepreneur de Marseille, qui a tenté de lancer une entreprise de livraison de repas en 2018. Sa première idée, une application de livraison de produits bio, a échoué en raison de la concurrence. Au lieu d'abandonner, Lucas a analysé son erreur et a lancé une deuxième idée.
un service de traiteur pour des événements corporatifs exploitant la riche tradition gastronomique de Provence. Cette entreprise a également rencontré des problèmes initiaux, mais Lucas a ajusté sa stratégie, se concentrant sur des événements plus petits. Au troisième essai, avec un service de menu personnalisé pour des mariages, il a trouvé le succès, générant 100 000 € par an. Lucas ne s'est pas rendu après les échecs. Il a ajusté son approche, comme un athlète qui change sa routine d'entraînement. Dans un contexte français, cela pourrait signifier continuer à essayer avec une entreprise de tourisme sur la Côte d'Azur, une chaîne YouTube sur l'art français ou une boutique de produits locaux. La leçon est que l'échec fait partie du processus. Ce qui compte, c'est apprendre, s'adapter et avancer. Leçon 39. Pour prendre ta retraite plus tôt, fais un travail qui ressemble à un jeu. La retraite anticipée ne signifie pas toujours arrêter de travailler. Elle peut signifier trouver un travail que tu aimes tellement qu'il ne semble pas en être un. En France, où la culture célèbre le plaisir et la créativité, ce principe résonne profondément. Imagine travailler sur quelque chose qui te passionne autant qu'un enfant jouant avec des blocs de Lego. Tu es tellement absorbé que le temps disparaît. Si en plus on te paie pour cela, tu as trouvé un moyen de prendre ta retraite sans attendre 65 ans. Considérons Camille, une illustratrice de Rennes qui travaillait dans une agence publicitaire mais sentait que sa créativité était limitée. Inspirée par La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, elle a décidé de transformer sa passion pour l'art en une entreprise. Elle a commencé à créer des illustrations personnalisées pour des livres pour enfants et à les vendre en ligne via des plateformes comme Etsy. Ce qui a commencé comme un projet parallèle est rapidement devenu sa principale source de revenus, générant 3 000 € par mois. Camille ne travaille pas parce qu'elle doit payer les factures, mais parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Son travail ressemble à un jeu, lui permettant de profiter de la vie tout en construisant une richesse. Dans un contexte français, cela pourrait se traduire par ouvrir une galerie d'art à Aix-en-Provence, enseigner des cours de cuisine régionale à Lyon ou créer un podcast sur l'histoire des châteaux de la Loire. La leçon est claire. Trouve une activité qui te passionne tellement que tu ne la perçois pas comme un travail. Cela te permet non seulement de prendre ta retraite plus tôt, mais enrichit également ta vie quotidienne. Comme le dit le proverbe français, « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » Leçon 40. Deviens le meilleur dans ce que tu fais pour être bien payé. Être exceptionnel dans ton domaine ne te distingue pas seulement, il attire également des opportunités financières. En France, où l'excellence dans des métiers comme la gastronomie, l'art et la mode est hautement valorisée, ce principe est un guide puissant pour atteindre la richesse. Comme le souligne le scénario original, si tu deviens le meilleur plongeur en eau profonde, tu seras la personne qu'on appelle lorsqu'un trésor englouti est découvert. La clé est de créer ta propre chance en maîtrisant ton métier. Par exemple, imaginons Julien, un chef pâtissier de Paris qui travaillait dans une boulangerie locale. Bien qu'il fût talentueux, il concurrençait des centaines de pâtissiers dans une ville connue pour son exigence culinaire. Inspiré par l'histoire de chefs français reconnus mondialement, Julien a décidé de se spécialiser dans des desserts inspirés de la Provence, utilisant des ingrédients comme la lavande et le miel. Il a perfectionné ses recettes, participé à des compétitions internationales et a commencé à partager son travail sur Instagram. En 2 ans, sa réputation l'a conduit à être embauché par un restaurant étoilé Michelin, triplant ses revenus. Julien n'a pas attendu que la chance le trouve. Il est devenu le meilleur dans son créneau et les opportunités l'ont suivi. En France, cela pourrait signifier devenir le meilleur guide touristique des vignobles de Bordeaux, le meilleur designer de mode durable à Marseille ou le meilleur programmeur en intelligence artificielle à Station F. La leçon est simple, l'excellence crée la demande et la demande génère la richesse. Investis dans tes compétences, vise la perfection et observe comment le monde récompense ton effort.
La construction de la richesse n'est pas un accident. C'est le résultat de décisions délibérées, de discipline et d'une mentalité axée sur le long terme. Warren Buffett, dont la vie et la philosophie ont inspiré beaucoup de ses leçons, n'a pas atteint le succès par hasard. Depuis ses premiers investissements à 11 ans jusqu'à la création de Berkshire Hathaway, Buffett a démontré que la richesse se construit avec patience, apprentissage continu et une focalisation sur les fondamentaux. Sa règle d'or, ne perds jamais d'argent, reflète une vérité universelle. Chaque décision financière doit protéger et faire croître ce que tu possèdes déjà. En France, où la qualité de vie et la stabilité sont des valeurs centrales, ces 40 leçons offrent une feuille de route pour équilibrer le plaisir du présent avec la sécurité de l'avenir. Je t'invite à prendre ces leçons et à les appliquer dès aujourd'hui. Si cette vidéo t'a inspiré à repenser ta relation avec l'argent, abonne-toi à notre chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus prospère. De plus, nous te recommandons d'explorer d'autres vidéos de notre chaîne où tu trouveras plus de conseils pratiques pour atteindre la liberté financière et vivre la vie que tu désires. Clique sur le bouton d'abonnement et rejoins notre communauté.